Avec la libération du territoire français par les Alliés, c'est l'épuration qui débute. D'abord de manière spontanée, l'épuration s'organise rapidement en une opération légale. Le procès emblématique parmi les nombreux procès de collaborateurs est celui du chef de l'État français, le maréchal Pétain. Celui-ci s'était d'abord réfugié à Sigmaringen, dans le Bade-Wurtemberg, avant de se rendre aux autorités françaises en avril 1945. Le gouvernement provisoire a mis en place une haute cour de justice pour juger les responsables politiques de Vichy. Le procès du maréchal commence le 23 juillet 1945 au palais de justice de Paris. Il est accusé de complot contre la sûreté de l'État et d'intelligence avec l'ennemi. Son procès est public, son procès est filmé, ce qui montre le caractère hors norme de ce procès, car c'est la première fois qu'on jugeait un chef d'État français pour trahison. Ici comme ailleurs, la question n'est pas de savoir si l'accusé a du sang sur les mains, mais s'il a trahi. Ce procès reste le procès du maréchal et n'est pas celui du régime de Vichy. Sorti du fort de Montrouge où il est détenu, le maréchal Pétain se présente à la barre en tenue militaire, arborant sa seule médaille de guerre. Il est âgé de 89 ans. Avec ses trois avocats, sa ligne de défense est simple. Il n'a toujours servi que la France. En 1940, on l'a supplié d'accepter le pouvoir en pleine débâcle. Ce pouvoir lui a été légitimement confié en juillet 1940 par le Parlement élu et il n'a exercé le pouvoir que pour protéger le peuple français. Mais l'accusation voit plutôt les 4 ans que passe Pétain au pouvoir comme l'aboutissement d'un complot fomenté depuis longtemps contre la République. On l'accuse en particulier d'avoir mené une politique de collaboration active avec l'occupant nazi. Il a clairement contribué au fonctionnement de la machine de guerre allemande. Par exemple, avec le seul STO, service du travail obligatoire, il a poussé 1,5 million de Français à aller travailler en Allemagne, ce qui fait de Vichy, après le RSS et la Pologne, le troisième fournisseur de main-d'œuvre du Reich allemand. On souligne aussi les lois raciales, la promulgation en particulier du statut des Juifs et la participation active de la police de Vichy dans l'arrestation et la déportation des Juifs. À ces accusations, le maréchal, s'adressant au peuple français plus qu'à la cour, affirme avoir toujours lutté contre les exigences des Allemands, le couteau sous la gorge, et conclut, avant de garder le silence, l'histoire dira tout ce que je vous ai évité. De nombreux hommes politiques de la Troisième République défilent à la barre. Léon Blum dénonce un abus de confiance de la part de Pétain. Quant à Laval, il enfonce Pétain, affirmant que le maréchal était toujours d'accord. Le 15 août 1945, la Cour condamne Pétain à mort, à l'indignité nationale et à la confiscation de ses biens. Il n'est pas prouvé que Pétain ait comploté contre la République avant 1940, mais il a profité de la défaite pour l'abattre. La peine est commuée en prison à vie du fait du grand âge de Pétain, qui finit ses jours sur l'île Dieu le 23 juillet 1951. Si la mémoire du procès s'efface rapidement, c'est la mémoire de Pétain, à la fois héros de Verdun et collaborateur, qui perdure. Le maréchal a été longtemps présenté comme le moindre mal face à la défaite et à l'occupation. Il est devenu, au fil des études historiques sur la période, comme le responsable du pire, c'est-à-dire celui qui a progressivement opéré, par ses propres choix, la fascisation et la totalisation du régime.